Oui, je me repose beaucoup sur la parole, que ce soit celle de l'ennemi ou celle des amis, on va dire. Il faut quand même différencier deux types d'entretien dans mes films, celle avec des gens dans lesquels on est dans une situation de conflit, dans une situation de on n'est pas en empathie, ça c'est certain. Les journalistes responsables de l'information auxquels tu faisais référence. En fait, nous ne cherchions pas à savoir s'il était normal ou anormal que Moujotte et Léotard soient amis ou se tutoient, ce n'était pas là l'objet de notre enquête. Nous voulions simplement comprendre pourquoi la télévision ne parlait jamais de ces choses-là. Un journal satirique qui s'est spécialisé dans les actions de contre-pouvoir et d'assainissement de la société est parfaitement dans son rôle en le montrant. Hein. Mais je ne vois pas pourquoi une télévision dont les journaux sont regardés par 10 millions de personnes montrerait ce document-là aux gens. Je ne suis pas du tout sûr que les gens soient demandeurs. Si vous voulez, moi je crois qu'on ne peut pas ériger en principe qu'il y a pour les gens un droit à tout connaître. C'est quelque chose d'extrêmement pervers. Dans des films comme celui que j'ai fait sur Action Directe, ou le film sur Pierre Bourdieu, La sociologie d'un sport de combat, on est dans un autre type d'entretien, c'est certain. Où là, il s'agit plutôt d'aider des paroles minoritaires, d'aider des gens qui portent des points de vue minoritaires ou marginaux, ou dissidents, ou non orthodoxes, d'avoir la possibilité d'exposer ces points de vue. Les gens qui acceptent, en gros, quand on accepte les problèmes que posent les journalistes, on peut aller à la télévision tous les jours. Mais quand on veut dire ce qu'on a à dire, il n'y a plus de télévision. Moi, ça, j'ai fait l'expérience 100 fois. Je dis non, je ne viens pas pour parler de ça, mais je viens pour dire ça. Et si c'est moi qui dis ce que j'ai envie de dire, plus personne ne veut me donner la parole. Alors ça, c'est un problème. Donc un groupe d'intellectuels qui cherchent à produire des problèmes nouveaux, pas nécessairement des solutions nouvelles, produire des problèmes nouveaux ou des manières nouvelles de poser les problèmes mal posés. Bon. Le problème qui se pose, c'est celui de l'accès au public, parce que personne n'en veut. Tandis que dans l'autre type d'entretien, lorsqu'on est en situation conflictuelle avec des gens de pouvoir, la plupart du temps, que ce soit des responsables politiques ou surtout des responsables de l'information, on est dans un autre type d'entretien très conflictuel, où il s'agit plutôt de pousser l'autre à la faute ou à se révéler, ou à révéler sa véritable et profonde nature, à révéler ses abus de pouvoir, à révéler son hypocrisie, sa mauvaise foi, ce que l'on peut apercevoir dans des films comme Pas vu, pas pris, comme dans Enfin pris, comme dans d'autres, enfin, Fin de concession, ou Hollande d'Esca, etc. Ben oui. Comment ça se fait, à votre avis, qu'il n'est pas cité dans les revues de presse, alors qu'il est vendu plus que Libération, par exemple? Mais bien sûr. Mais moi, je suis sur une radio généraliste. Généraliste. Donc, je tiens compte des grands courants de l'opinion. C'est-à-dire, connaissez la formule « on ne fait pas boire l'âne qui n'a pas soif ». Bon. Eh bien, les lecteurs, moi, ce que je veux, sur une radio généraliste, c'est formidable. On a des millions d'auditeurs. Bon. Je veux pas, j'ai pas de raison de leur dire « lisez donc Le Monde diplomatique ». Il y a beaucoup d'émissions où on nous demande une telle concision, 42 secondes, 1 minute 30, que leur pensée, leur ligne éditoriale n'est pas résumable en 40 secondes. Et c'est regrettable, ça, à titre Non, c'est pas personnel, regrettable. C'est pas regrettable parce que, d'abord, les télés font les émissions qu'elles veulent en fonction du public qu'elles veulent toucher. Et ce qui serait pire, c'est qu'on invite quelqu'un du monde diplomatique pour l'obliger à se comporter comme un journaliste du Figaro ou de Libé ou du Parisien. Et obligé de faire rentrer sa pensée complexe dans une forme simple. C'est-à-dire qu'on en sait plus sur eux qu'ils n'en savent sur nous. C'est souvent ce cas-là, ce cas de figure dans ce type d'entretien. C'est-à-dire qu'on va avoir des responsables de l'information qui ont commis en général des abus de pouvoir ou qui essayent de garder le pouvoir en fabriquant des images qui sont fausses d'eux. Et ça, nous on arrive avec des documents, on arrive avec des informations, et eux ne savent pas que l'on détient ces informations-là, et que l'on va petit à petit les distiller, qu'on va petit à petit les mettre face à leurs contradictions, face à leur mauvaise foi, à leur hypocrisie, ou tenter de la révéler en tout cas. Donc là on est dans un autre type d'entretien qui n'a pas grand-chose à voir avec les entretiens avec des chercheurs ou avec des gens portant des points de vue minoritaires.
On ne peut pas limiter la gauche à ceux qui veulent remplacer l'économie de marché par une économie publique. C'est une toute petite fraction, ça, de gens. Quand un Geoffrin, comme vous me dites, quand il dit que favoriser la concurrence, c'est être de gauche, mais c'est un concept totalement anachronique pour la gauche. Je dirais que si être de gauche, c'est penser que on a encore le devoir d'être des consommateurs qui vont passer notre temps à regarder quel est le produit le moins cher, c'est encore une fois valider le marché, et c'est ne pas s'inscrire dans une révolution culturelle qui mettrait à bas cette idée de consommateur permanent, qui est une idée de droite, et une idée individualiste et une idée capitaliste. Et là, c'est bien là la faillite de la gauche, ou de cette prétendue gauche. C'est que les autres en face ont gagné une révolution culturelle. C'est de nous vriller dans la tête le fait qu'on est des consommateurs permanents. Moi, dans mes films, je ne donne pas la parole à ceux qui vont nous expliquer que le terrorisme, c'est pas bien. Parce que ça, le spectateur, il a déjà en tête en arrivant devant cette image. Il sait déjà que c'est pas bien d'avoir mis une bombe ou d'avoir tué un PDG, comme ce fut le cas du groupe Action Directe qui avait assassiné le PDG de Renault. Donc, dans mes films, on ne donne pas la parole à ceux qu'on entend déjà tout le temps. Ça, c'est un parti pris qui figure dans l'ensemble de mes films, qu'on me reproche d'ailleurs, qui fait aussi sûrement que mes films sont interdits de diffusion à la télévision, en tout cas sont non diffusés à la télévision, c'est parce qu'on estime qu'ils sont déséquilibrés, qui donnent la parole qu'à certains et pas à d'autres. C'est le cas, ils ne donnent la parole qu'à certains, et ceux que l'on entend, en tout cas dans de bonnes conditions d'expression, qui ont la possibilité de développer leurs analyses dans mes films, dans les films que je réalise ou qu'on réalise, ce sont des gens qu'on entend peu, qu'on n'entend pas, ce sont des paroles de dominés, ou en tout cas de gens qui ont des positions de pouvoir, qui n'ont pas de position de pouvoir. Alors, on va dire Bourdieu a une position de pouvoir dans le cercle académique, mais dans le cercle public, non. Ses analyses n'étaient pas dominantes. Voilà. D'où ces partis pris de déséquilibrer, d'être totalement déséquilibrés, et il y a à l'évidence deux poids deux mesures. C'est-à-dire quand on donne la parole aux dominants, c'est plutôt pour les ridiculiser, c'est plutôt pour révéler leur hypocrisie, leur double langage, leurs abus de pouvoir. Quand on donne la parole aux autres, c'est plutôt pour, allez-y, exprimer ce point de vue peu entendu, minoritaire, hérétique souvent. C'est aussi ça, je pense, qui caractérise pas mal de prises de parole dans mes films, des gens qui ne participent pas de la religion ambiante, qui sont des hérétiques. Je crois que tu as souvent ce type de propos qui, dans le dernier film, par exemple, Les Ânes ont soif, tu as Maurice Lemoine et Patrick Bell et Mylène Saulois qui interviennent pour expliquer pourquoi ça leur semble intéressant ce qui se passe aujourd'hui en Équateur. Ce sont des hérétiques par rapport à la vision dominante. C'est dans ces pays, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie. Quand on en parle déjà, quand on en parle dans les grands médias, c'est plutôt pour dénigrer ce genre d'expérience. Donc eux sont des hérétiques quelque part. Voilà. En Équateur, une nouvelle loi de la communication est passée. En particulier, je veux dire, les médias qui étaient entre les mains de deux banquiers corrompus ont été confisqués. Isaias, ils sont en exil à Miami. Une nouvelle loi est passée dans laquelle, par exemple, on interdit à une banque de posséder des médias, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, on pourrait en débattre. Dans laquelle il est prévu qu'un tiers des médias doivent être des médias communautaires, un tiers des médias publics, un tiers des médias commerciaux. On attaque beaucoup Correa et le gouvernement équatorien, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas tout ramener à Correa. Ça, c'est le travers qu'on a tous, journalistes. Le Venezuela, c'est Chavez ou Maduro. L'Équateur, c'est Correa. Mais le gouvernement de cette révolution citoyenne fait en sorte que non pas les médias soient mis au pas, non pas qu'il y ait ce qu'on appelle la ley Mordaza, on interdise aux journalistes de s'exprimer, mais que, par exemple, la grande affaire du moment, c'est que l'un des opposants a accusé Correa de crimes contre l'humanité, et je veux dire, il est sanctionné. Alors ça crée scandale à l'extérieur. Diffamation. Pour diffamation, bien sûr. Alors, votre gouvernement, Monsieur le Président, a fait passer une loi qui a beaucoup fait parler, qui réduit l'espace des médias privés. Vous qui défendez Julian Assange,
Ça nous paraît surprenant. Mais il n'y a pas aucune contradiction là-dessus. Vous croyez que les médias privés, les business dédiés à la communication, qui font de la communication une marchandise, c'est la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils sont des business qui profitent de ça, qui abusent du pouvoir médiatique. Et ça met en péril la démocratie. Et les sociétés ont le droit et le devoir de réagir à ça. Et justement, dans ton rôle de cinéaste, quand tu fais des entretiens avec l'ennemi, disons, tu prépares des questions, tu as des questions qui permettent de produire aussi un effet, de produire une parole. Plus que des questions, c'est des dispositifs qui sont préparés. On fabrique des dispositifs qui peuvent être parfois des dispositifs d'imposture. Quand je fais Pas vu, pas pris, par exemple, ils ont affaire à l'époque à un jeune journaliste. Ils ne voient pas vraiment en quoi je peux être menaçant pour eux, y compris quand je commence à sortir un petit magnétoscope et leur montrer quelque chose sur un ton un peu naïf ou faussement naïf. Mais moi déjà tout ça a été bien sûr préparé, élaboré, c'est pas improvisé, il n'y a aucune improvisation là-dedans. Le dispositif a été calé, conçu bien avant l'entretien, et c'est une sorte de piège qui se referme sur eux. Voilà. Ils se retrouvent obligés de s'expliquer sur certaines choses sur lesquelles ils préféraient ne pas avoir à s'expliquer. C'est souvent... ils sont devant une caméra, donc ils savent aussi que un refus, comme ce sont des hommes d'image, très sensibles à leur image, une interruption, un refus d'entretien sous l'œil de la caméra, ça va être pas terrible pour eux. Donc voilà, c'est des gens qui se retrouvent souvent coincés parce que la caméra a déjà commencé à tourner au moment où ils réalisent qu'ils ont été pris dans un dispositif qui n'est pas en leur faveur, qui ne va pas valoriser leur parole, qui va plutôt la dévaloriser, qui va plutôt mettre en évidence ses contradictions, qui va plutôt mettre en évidence une certaine hypocrisie ou mauvaise foi, ou un certain double langage, mais ils s'en aperçoivent trop tard. Ça y est, on a commencé à tourner et on est dedans, quoi. Donc il n'y a pas 36 000 solutions là, c'est soit on interrompt, ça c'est déjà arrivé dans certains de mes films, interruption de caméra, mais c'est une figure, l'interruption, c'est une figure, comment dire, dans la tête des spectateurs, quand quelqu'un interrompt un entretien, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Donc c'est perdant pour eux, ils savent que c'est pas terrible. Ils le savent. Voilà. Oui, c'est un code. Le spectateur a ce code-là. Si quelqu'un met une main devant un objectif, ou quelqu'un dit bon, non, vous arrêtez l'entretien, ça suffit, je m'en vais, c'est foutu pour eux là. Foutu. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher, qu'ils ne veulent pas raconter, qu'est-ce qu'ils ont. Voilà. Non, on va finir, non. D'accord. Non, soit vous avez une autre question, on progresse, on ne va pas synthétiser, on ne va pas recommencer l'interview, les deux avancent, là, non, stop. Oui. Vous avez une question pour finir ou vous avez une question nouvelle, une question autre chose vous avez lu autre chose Ah oui, on a beaucoup lu. Quelle liberté reste-t-il aux électeurs pour se faire une opinion sur d'autres choix de société? C'est une revanche pour nous, spectateurs. On est... comment dire, on se dit, tiens, ce type-là auquel on n'a pas accès, ce puissant, cet homme de pouvoir, tout d'un coup, quelqu'un, par procuration, va le titiller, va l'énerver, va lui soutirer certaines informations qu'il ne souhaiterait pas forcément délivrer. Donc il y a un plaisir, je pense, très sadique de revanche sociale, de voir que ces puissances, on peut les toucher, on peut être à portée de gifle, on peut... voilà, je pense qu'il y a ce plaisir-là. C'est pas un sujet que vous auriez pu traiter? Ah non, moi je fais la politique intérieure. Mais c'est pas pour me défausser, on le fait pas assez, on le fait pas assez. Et quand les chefs d'État viennent en France, c'est vrai qu'on les reçoit rarement dans les matinales. Il a été juste sur TV Saint Monde. Non mais disons, on le fait une conférence, on le fait pas assez, on devrait le faire plus. Parce qu'Europe 1 a quand même fait, vous avez vu un appel dans le Washington Post pour interviewer Barack Obama. Je sais pas si vous avez vu cette publicité. Non, tout le monde veut interviewer Barack Obama, effectivement. Mais donc on reçoit certains présidents. Ah oui, Barack Obama, s'il veut venir à la matinale de France Inter, on le recevra, c'est vrai. Et Raphaël Correa, non? Et Raphaël Correa, ça serait bien qu'on le reçoive aussi. On a l'impression que la puissance de l'Amérique fait que Barack Obama, effectivement, a plus de manettes pour ce qui nous concerne, nous, que Correa. Lui, c'est en tant qu'exemple
une politique exemplaire. Intéressant de montrer ça aussi. Non, mais globalement, je suis un peu... Moi, je trouve qu'on n'est pas assez pluraliste, c'est vrai. Mon boulot, c'est de mettre en appétit. T'as entendu déjà suffisamment de choses pour te dire, tiens, là, il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dû entendre qui a été formulé. Ouais, moi, j'utilise pas de plan, par exemple, de plan d'écoute, ou rarement, très rarement. Donc, on voit rarement l'intervieweur lorsqu'on va justement là filmer l'ami. Hein. Ce qui m'importe, c'est cette personne, idéalement, on devrait arriver à cela, c'est que tu conduises ton interlocuteur, quand tu joues ce rôle de passeur, tu le conduises à formuler quelque chose à un moment donné qu'il n'avait jamais formulé de telle manière, et que là on soit vraiment dans une parole extrêmement documentaire, c'est-à-dire quelque chose d'unique, un moment unique qui s'est déroulé entre toi et cet interviewé, qui a été saisi par la caméra à ce moment-là, ou c'est pas forcément quelque chose qu'il n'a jamais dit, mais quelque chose qu'il n'a peut-être jamais formulé de cette manière-là. Parce que toi, tu l'as conduit à formuler cette chose-là, difficile à entendre parfois, de cette manière-là. Donc ça, c'est le grand plaisir que tu peux avoir en tant qu'intervieweur, c'est quand, et quelle que soit à ce moment-là l'image, je crois que l'image, la mise en scène n'a pas d'importance. Il y a une vérité documentaire là, qui surgit. Il se passe quelque chose entre quelqu'un et quelqu'un d'autre à ce moment-là qui ne s'était pas produit avant et qui ne se reproduira pas après. Voilà. Il y a quelque chose qui est vraiment unique, unique, un moment unique. Tu vois. Et là, on est dans... Contrairement au journalisme, le journalisme, c'est reproduire à l'infini les mêmes propos, c'est demander à ton interlocuteur de répéter ce qu'il a déjà répété 1000 fois... c'est de la fabrication en série. Alors toi, tu es dans le prototype quand tu es dans le documentaire, tu es dans la fabrication ultra artisanale. Tu voudrais fabriquer un film qui soit un prototype, qui soit un objet unique et non pas une série. Le système est fondé sur la consommation, nous on ne consomme pas. Hein, on a, je le répète, été sur un seul demi-salaire à 6, et on nous a dit bien entendu que ça serait impossible, ça a été possible. On nous a dit que c'était impossible d'être autonome en électricité, c'est possible. Tout est possible en fait, mais à condition de retrousser les manches pour l'instant. Alors donc il faut créer un véritable, un mouvement populaire, mais il n'existe pas véritablement en ce moment. Il va falloir le créer. Ce mouvement populaire, il faudrait qu'il se réapproprie de ses moyens, de la terre. Oui, et ça va être très difficile. Et là c'est difficile de s'imaginer qu'il n'y aurait pas un conflit. Oui, il y aura forcément un conflit. Je suis d'accord, mais ça m'énerve de le dire. J'ai pas envie de le dire, mais il y aura sans doute un conflit. Et ça, c'est très excitant, quoi, tu vois, de te dire qu'avec des images, tu peux peut-être modifier le réel. Ouais. Pas simplement le raconter, le modifier. Et ça, c'est quelque chose aussi... Même si à une certaine époque, il m'est arrivé de faire des films, je pense par exemple au travail que j'ai fait lorsque j'étais je travaillais pour l'émission franco-belge Striptease, le petit film sur Pizza Americana, sur Domino's Pizza, tout ça, où on filme, on va dire, il s'agit de faire un constat, de dire voilà comment les choses se passent et comment elles se passent de manière pas terrible, de manière problématique, mais ce cinéma-là, je peux d'autant plus le critiquer que j'y ai participé. Ce cinéma qui établit des constats, je me demande à quel point il n'est pas finalement conformiste. À quel point, lorsqu'il n'y a pas de dimension d'utopie dans le cinéma, dans les films, lorsqu'on en reste à établir des constats dramatiques, le fait que ça déconne, que ça ne fonctionne pas bien, qu'il y a des relations d'oppression, de domination, d'exploitation, de lutte des classes, quand on en reste à ce constat-là, et qu'il n'y a pas dans les films, par ailleurs, en plus, l'idée que ça puisse être autrement, on ne contribue pas finalement à reproduire l'ordre établi, l'ordre injuste établi. S'il était juste, on pourrait le garder établi, cet ordre. Le problème, c'est qu'il est injuste. Mais je me demande à quel point il n'y a pas aujourd'hui tout un genre dans le documentaire, peut-être dans la fiction, où on déplore ce qui se passe dans cette société, on déplore la souffrance sociale, on déplore les relations de domination, mais finalement, ça devient un spectacle en soi, celui de cette exposition-là, et ça convient peut-être pas si mal que ça au système de pouvoir
à la télévision, il y a un genre là qui a vu le jour, c'est celui des fermetures d'usines. Regardez comme les méchants capitalistes où certains patrons sont pas des gentils. Voilà, c'est un discours qu'on peut voir aujourd'hui à la télévision. Il y a tout un tas de films qui vont dans ce sens-là. Mais tant que ça reste... mais n'imaginez pas d'autres sociétés possibles que celle-là. C'est vrai, elle ne fonctionne pas très bien, c'est vrai, elle déconne, c'est vrai, il y a des relations de domination pas terribles dans cette société. On peut même vous le dire, on peut même vous le raconter, et on peut d'autant plus vous le raconter que vous n'imaginez pas d'autres sociétés possibles. Voilà, que vous n'imaginez pas d'autres mondes possibles, que vous n'imaginez pas qu'on puisse s'organiser autrement en société. Et puis après, qu'est-ce qu'on appelle travail et pas travail, etc. Moi, j'aimerais bien le redéfinir parce que finalement, essayer de retrouver, ne serait-ce que se renseigner, lire des trucs, discuter, aller dans des forums, et puis se passer le lundi au soleil et puis revendiquer le droit à la paresse, c'est déjà un travail pour moi. C'est déjà important parce qu'on apporte sa pierre à une réflexion collective. Et qu'on a besoin d'avoir une réflexion collective qu'on a pu depuis super longtemps, et c'est pour ça qu'on est dans la merde et qu'on nous bouffe cette putain de réflexion collective par ces espèces de trucs, travail, feignant et tout le bordel. Et puis tu peux lire tous les journaux que tu veux, c'est toujours travail feignant. Et moi je revendique le lundi au soleil, le RMI en tant que travailleur social. Quand je fais des films et quand je donne la parole notamment à des gens que l'on entend peu ou pas, c'est aussi en pensant que ça va faire son chemin chez le spectateur et qu'il peut être amené, lui, à s'emparer de ses propos, de ses pensées et à vouloir changer le monde. Donc il y a une volonté, je pense, d'action politique qui transparaît dans mon travail. Je ne suis même pas sûr d'être un réalisateur, moi, je suis peut-être plus un homme politique quelque part, tu vois, c'est-à-dire de raconter les choses pour qu'elles aient lieu, pour qu'elles se produisent. Un agitateur. Fabriquer, oui, je pense à la dimension agite-propre, et puis le côté performatif, c'est-à-dire tu racontes les choses pour qu'elles se produisent. Tu mets dans la tête des spectateurs des idées, des propos, des images qui peuvent être de la fiction, de la prospective, de l'utopie, de l'anticipation, mais peut-être avec l'idée que ça deviendra, parce que ça commence à exister dans les esprits, ça deviendra peut-être un jour réalité. Et c'est encore plus évident avec le tout dernier film Opération Choréa, où ce que raconte Choréa, qui a déjà un début de réalité, qui a déjà un début en Équateur, ce qu'il a mis en place en tout cas, t'as envie, toi, enfin ça se sent dans le film, on a envie que ça fasse tache d'huile, que ça contamine, que ça ne reste pas simplement en Amérique latine. Donc je crois que là, il y a clairement une intention d'action politique derrière ce genre de film. Cuando llegamos a Quito, Rafael Correa estaba furioso. Furioso contra una Europa que venía de adoptar una directiva de inmigración a sus ojos indecente, inspirada por el principio de inmigración elegida defendida por el presidente francés Nicolas Sarkozy. Se arrogan ellos, los de la civilizada Europa, mediante esta directiva de la vergüenza, la potestad de detener a una persona y mantenerla encarcelada hasta por 18 meses, 1 año y medio, más de 500 días de la vida de un ser humano por el crimen de no tener papeles. Pueden, según estas malhadadas decisiones, deportar a terceros países a menores de edad, contraviniendo elementales principios humanitarios. Cuidado, la memoria es frágil, Europa, y te olvidas, cuidado, se olvidan las bases de su prosperidad, que fue en gran parte el saqueo que realizaron durante la época de la colonia, en una tierra que ya estaba habitada. Alors que moi j'essaye dans mes films de dire non, il peut en être autrement, il en a été autrement, il y en a déjà autrement ailleurs, dans notre pays, l'Équateur par exemple. Donc si ça peut se faire ailleurs, ou si ça a pu se faire à d'autres périodes de l'histoire, il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. Voilà, je pense que c'est ça. Mon boulot aujourd'hui, moi, il ne s'agit pas de donner de l'espoir, c'est pas ça. C'est carrément de dire on peut foutre en l'air cette société, et foutre en l'air ces relations de domination et aller dans d'autres directions.